Et j'accueille à nouveau Yannick Mireur, politologue spécialisé dans les affaires américaines et fondateur de Nexus Forum et auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'être resté avec nous en plateau. On l'a entendu dans le dernier discours de Xi Jinping virtuel à Davos. La Chine entend poursuivre l'ouverture de son économie. Comment pensez-vous que cela va se passer avec les autres puissances qui restent tout de même sur un front assez hostile à Pékin ? Le grand héritage, s'il y en a un de la présidence Trump, ce n'est pas un scoop, ce sera évidemment son attitude vis-à-vis de la Chine, sa grande fermeté vis-à-vis de la Chine. Malheureusement d'ailleurs, une très bonne intuition et une très bonne idée, puisque beaucoup attendaient ça peut-être depuis plus longtemps qu'on le pensait, mais très mal exécutée, comme vous le savez, avec différentes mesures tarifaires et puis une politique très erratique. Et surtout, ce qui va sans doute changer avec M. Biden, un effort de coordination des alliés, pas seulement de l'Europe, mais aussi des alliés asiatiques, la Corée et le Japon en premier lieu, mais aussi les autres qui ont peur de l'ombre chinoise qui évidemment grandit au-dessus de la zone de l'Asie-Pacifique, pour pouvoir faire pression sur la Chine. Car le grand défi des Occidentaux ou des économies industrialisées, je veux dire, j'inclus, si vous voulez, OCDE, G7, j'inclus les puissances asiatiques, et qui est un vieux sujet pour les Européens et les Américains, et c'est quand même l'engagement de réformes structurelles de l'économie chinoise, sur tous les fronts. La propriété intellectuelle, évidemment, est un gros sujet, mais pour ce qui est des investissements, bien sûr, pour résumer, ce qui manque, c'est-à-dire l'état de droit, le droit des affaires en Chine, plutôt que la primauté du politique avec un système qui est un régime de parti unique. Ces réformes structurelles, c'est l'objectif numéro un. Il peut y avoir des discours, il peut y avoir des mesures, et il y en a eu, y compris sur la question monétaire avec l'évolution du yuan pendant les dernières années, par exemple, mais on voit bien qu'elles ont leurs limites. Les promesses faites à M. Trump, évidemment, n'ont pas été tenues, pour ce qui concerne, par exemple, les achats de biens américains, agricoles ou autres. Je veux dire que l'évolution qu'on pouvait attendre en Occident de la Chine, qui a été l'axe majeur partagé par plus ou moins tout le monde, consensuel, même si c'était aussi hypothétique, à savoir que la Chine, pour faire simple, s'occidentalise en termes de philosophie qui appuie le fonctionnement du libre marché, on s'est trompé complètement. Et il y a eu même une tendance contraire sous Xi Jinping, à commencer par ce qui est très révélateur, l'abolition globalement de la règle tacite des 10 ans de gouvernement. Voilà. Et donc ce sujet des réformes structurelles en Chine, il est majeur. On ne peut pas donner un blanc-seing, on a l'expérience maintenant, depuis 20 ans que la Chine est membre de l'OMC, on ne peut pas donner un blanc-seing à un régime de parti unique communiste, qui considère par exemple que Taïwan, qui a quand même maintenant son histoire, ses institutions, ses habitudes culturelles, tout en étant chinois, fait partie de son territoire, parce que c'est la mission historique affichée du Parti communiste de Mao que d'unifier la Chine. On voit bien que là, il y a quelque chose qui est tout à fait antagonique et qui n'est pas réconciliable. Donc il y a besoin d'y être à plusieurs et d'avoir une stratégie et une coordination, une fois de plus, entre les alliés concernés. Justement, vous parliez de cette certaine expérience qu'ont acquis les leaders mondiaux. On le sait, le président chinois, à plusieurs reprises, a parlé de multilatéralisme. Ça fait même il y a 4 ans, lors du sommet à Davos également. Est-ce qu'on peut vraiment croire, est-ce que c'est ça qui crée le doute, en tous les cas, pour Joe Biden, de continuer, par exemple, les droits de douane punitifs sur la Chine? Est-ce que c'est ça qui crée le doute? C'est le fait que ce discours a été répété plusieurs fois, mais qu'il n'y a pas une véritable évolution? Pour ce qui me concerne, je n'y ai jamais cru. Je n'ai jamais pensé qu'on pouvait avoir autre chose qu'un commerce réciproque, encadré, régulé, avec un pays comme la Chine, pour les raisons, et il y en a d'autres, qu'on vient de donner. Et donc lorsqu'il y a eu la célébration du discours de M. Xi à Davos, si je me souviens bien, l'année dernière, je crois, qui remplaçait un petit peu le rôle des États-Unis et épousait les termes du discours américain d'ordre mondial, et je trouvais ça risible. Et il n'y a aucun crédit à y donner. Et donc on se réveille maintenant, et même Joseph Borrell, le commissaire européen, avait parlé de naïveté des Européens. Alors, c'est pour ça que les mesures qu'a prises M. Trump ne seront pas défaites par M. Biden du jour au lendemain. Elles seront beaucoup plus peut-être ciblées et elles obéiront à une stratégie pour des objectifs, encore une fois,
pour lesquels seront aussi sollicités les alliés, l'Europe, le Japon, l'Australie, qui a des relations très tendues en ce moment avec la Chine, qui fait pression évidemment partout où elle peut. Donc l'axe va demeurer dans la même philosophie, mais organisé beaucoup mieux, car une fois plus, pour ce qui me concerne, je n'ai jamais cru qu'on pouvait s'attendre à ce que cet axiome de la Chine qui devient, pour citer le terme américain, une partie prenante responsable du système international, pouvait avoir un quelconque crédit. Alors, d'ailleurs, en Chine, on a vu qu'au niveau de la politique intérieure, le gouvernement souhaitait réguler le monopole de ces géants technologiques qu'on a vu émerger, Alibaba, Tencent, ByteDance ou encore Baidu. Est-ce qu'il y a de quoi s'inquiéter pour ces entreprises ? Je ne sais pas s'il y a de quoi s'inquiéter, mais ce qui est intéressant, c'est que la Chine parfois se trouve confrontée au même sujet pour qu'elle puisse fonctionner, pour que son expansion économique puisse être durable, c'est-à-dire sans secousse sociale, ce qui sera la pire des choses évidemment pour le parti, parce qu'il serait menacé historiquement, eh bien c'est qu'elle s'attelle à résoudre certains problèmes et les meilleures façons de le faire dans une économie qui devient très interdépendante. On parle de guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Le mot est facile, il est commode, mais il est peu adéquat, parce qu'en réalité, les relations économiques qu'il y a entre la Chine et les États-Unis sont incomparables à ce qu'il y avait entre l'Union soviétique et les États-Unis. Et donc, compte tenu de ce contexte et des exigences de la croissance économique chinoise et de sa modernisation, eh bien les recettes occidentales et américaines sont parfois en fait les meilleures. Et je pense en particulier à l'antitrust, et puisque vous mentionnez les géants de la tech, comment dirais-je, juguler ces entreprises d'un point de vue politique. Vous avez vu que Jack Ma a disparu pendant quelques temps. Bon. Mais surtout que Ant Financial a été bloqué, interdit d'entrer en bourse de manière très abrupte d'ailleurs, le jour du vote de l'élection présidentielle américaine. Il n'y a aucun rapport, mais c'est tombé ce jour-là, le 20 novembre. Et ça, c'est un indicateur, je pense, assez fort, qui veut dire, selon moi, que c'est mon interprétation, qu'il ne s'agit pas simplement de punir Jack Ma, une espèce de brebis galeuse qui ose défier publiquement le pouvoir chinois. Il y a sans doute un petit peu de ça. Mais je pense qu'il y a surtout le fait que le pouvoir chinois a découvert peut-être un peu tard, d'où les failles béantes, me semble-t-il, dans l'appareil institutionnel et de régulation chinois. Parce que c'est un pays qui découvre tout ça tout neuf. Ça a pris quand même beaucoup de temps, des dizaines d'années, dans les pays industrialisés, de mettre en place ces garde-fous. Et ça remonte aux années 1900, 1910, 1920 aux États-Unis, sous Theodore Roosevelt et Woodrow Wilson, avec les organes fédéraux de surveillance, de quoi que ce soit, de la concurrence, etc. Les Chinois sont juste devant ça. Donc il y a une espèce de période d'accélération de leur transformation économique, et aussi donc des outils pour réguler et juguler ces forces menaçantes dans un pays de personnes aussi nombreuses. Et donc je pense qu'ils se sont aperçus assez tard, d'où encore une fois l'inquiétude plutôt pour le reste de l'économie mondiale, des soubassements très fragiles sur lesquels Ant Financial avait connu en 6 ans une explosion considérable, puisque globalement, une population qui emprunte et qui est insolvable, et les risques financiers colossaux que cela trahit. Je pense qu'ils se sont aperçus de ça assez tard, d'où leur réaction rapide, brutale, face à l'entrée en bourse de Ant. Pour ce qui est des autres tech, si je puis dire, le sujet est un petit peu différent, puisque comme vous savez, on parle là de fintech. En réalité, Ant Financial exerce, opère comme un établissement de crédit, tout en revêtant les atours de la tech, qui sont forcément plus sexy quand vous entrez en bourse. Sauf que vous n'êtes pas surveillé, vous n'êtes pas régulé, vous ne prenez pas les risques équivalents en termes de ratio, de fonds propres et tout ce type de choses. C'est ça le sujet. Donc le coup de poing ou de massue, si vous préférez, qui a été donné là par le pouvoir chinois, concerne davantage l'économie financière et le secteur bancaire, les établissements de crédit chinois. Pour les techs, pour l'instant, voyons déjà ce qui va se passer entre les Européens et les Américains pour juguler les GAFA. Les Chinois surveilleront ça de très près, sans doute. Merci beaucoup, Yannick Mireur. Je rappelle que vous êtes politologue spécialisé dans les affaires américaines et fondateur de Nexus Forum et auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'avoir été avec nous. Et tout de suite,